Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle émission de Petit deviendra grand. Vous le savez déjà, on parle ici de parentalité, d'éducation et de petite enfance. On parle sans tabou de choses qui sont cool, qui sont moins cool, mais surtout on en parle avec mon amie Laurie. Salut Laurie. Salut Isa. Ravie toujours de te retrouver sur ce plateau. À chaque fois, pareil. Alors Laurie, comme je disais, on parle ici sans tabou et ce soir on va carrément plonger la tête la première dans un sujet, plutôt dans un âge qui donne apparemment des sueurs froides à tous les parents. Eh bien c'est le terrible, le fameux terrible tout. Mais Laurie, il se passe quoi à 2 ans exactement? Donc à 2 ans, il se passe plein de choses et il se passe notamment plein de choses positives. Sauf que cet âge-là a très mauvaise réputation, tellement mauvaise réputation qu'on l'a affublé de l'expression « terrible tout », que ça fait très peur à tous les parents et que tous les parents qui ont un enfant qui va rentrer dans cet âge de 2 ans appréhendent énormément cette période de leur vie. Donc toi, Laurie, tu arrives là, tu avec tes gros sabots et tu nous dis, eh bien non, terrible tout n'existe pas. Non, je ne dis pas qu'il n'existe pas, je dis juste qu'effectivement, c'est un âge qui est un peu critique, mais que cette appellation de terrible tout ne devrait pas exister parce qu'elle cause une vraie appréhension des parents et que finalement, tout dans la vie est une question de perception. On peut choisir de voir ça comme quelque chose de terrible, mais on peut aussi voir ça comme quelque chose de magnifique. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon amie Deborah Cohen-Tedouji qui va nous faire l'honneur de nous rejoindre tout à l'heure sur ce plateau. Ouais, d'ailleurs, alors restez avec nous puisqu'on va recevoir d'ailleurs Déborah pour découvrir un concept qui a une petite révolution dans ce domaine. Donc, en attendant, Laurie, moi je te propose, je te repose la question parce que on a parlé, je t'ai dit qu'est-ce qui se passe à 2 ans. Tu as habilement éludé la question, sois plus précise, parce que quand tu nous dis plein de choses, nous on veut savoir qu'est-ce qui se passe précisément à 2 ans. À 2 ans, en fait, il y a une évolution fulgurante de l'enfant, qui est d'ailleurs assez perturbante pour les parents, parce que presque en un clin d'œil, il passe du stade de petit bébé au stade de petit enfant. Et tout d'un coup, il veut tout voir, tout découvrir, tout toucher, tout savoir, tout faire seul, etc. Et pour nous parents, c'est quand même un peu déroutant. On avait l'habitude qu'il reste là planté à pas faire grand-chose. Limite, parfois, ça nous énervait. Et là, tout d'un coup, il met ses doigts dans les prises. Il veut prendre un verre d'eau tout seul. Il veut toucher à tout et tout connaître. Et notamment, ce qui se passe, c'est une grande révolution à l'intérieur de son cerveau à partir de 2 ans. Ah oui, et donc d'ailleurs, c'est vrai, parce qu'en préparant l'émission, tu me parlais que les neurosciences confirment ce phénomène. Non, alors c'est pas que les neurosciences confirment ce phénomène, c'est que les neurosciences expliquent ce qu'il se passe à l'intérieur du cerveau chez un petit enfant de 2 ans. Alors moi, je m'y connais pas du tout en neurosciences, mais en fait, j'ai découvert sur Instagram une maman qui s'appelle Émilie, qui est notamment formée à la pédagogie Montessori et qui est passionnée de neurosciences. Et elle vulgarise pour nous les neurosciences dans le domaine de la petite enfance pour que ça nous soit plus accessible et qu'on comprenne mieux. Et j'ai demandé l'autorisation à Émilie de reprendre ce qu'elle expliquait sur son compte Instagram parce que j'y ai découvert le concept d'élagage synaptique. Oui, bon, alors là, élagage synaptique, moi aussi, Laurie, tu nous expliques parce que là, alors, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer. Je vais reprendre donc ces images, on va les remontrer à l'écran pour que ce soit plus clair. Mais vraiment, les images parlent d'elles-mêmes. Vous allez voir, même pour quelqu'un de complètement novice comme moi ou comme toi, ça passe. Donc, on voit là tout le réseau neuronal d'un enfant quand il est nouveau-né. Donc, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Puis, 3 mois après sa naissance, puis à 2 ans. Ah oui, là, Ça s'appelle la plasticité du cerveau. Et on voit qu'il y a des connexions neuronales qui sont créées en très, très forte quantité jusqu'à 2 ans. Et en fait, ces connexions neuronales, elles vont s'établir à chaque fois qu'il y aura une stimulation. D'où l'importance de stimuler beaucoup notre enfant. Donc, on lui met une petite cloche comme ça, hop, connexion neuronale dans son cerveau. C'est quand même fabuleux. Ouais. Donc, pour reprendre le mot élagage synaptique. Toi, tu as un jardin. Oui. Tu as des arbres dans ton jardin. Et tu as un petit jardinier qui vient de temps en temps et qui coupe des branches. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi? Ouais, vas-y, pour fleurir, pour qu'il pousse, oui. Voilà, oui. C'est pour qu'il pousse. Parce qu'en fait, il a besoin de se concentrer sur certaines de ses branches pour pouvoir pousser. Et en fait,
c'est exactement ce qui va se passer à 2 ans chez notre petit enfant. Là, on voit qu'à 2 ans, voilà toutes les connexions neuronales. À 4 ans, il y a eu un petit élagage qui s'est fait. À 6 ans, encore un autre élagage qui s'est fait. Donc on voit en fait que le nombre de connexions existantes vont se réduire et que celles qui restent en fait vont se renforcer. C'est comme un espèce de grand ménage de Pâques qui va avoir lieu à partir de 2 ans dans le cerveau de notre enfant. Et du coup, on comprend bien qu'ils deviennent un peu dingues. C'est-à-dire que sinon on vivait un truc pareil dans notre cerveau à notre âge, on deviendrait fou. D'ailleurs, moi, juste quand je fais le ménage de Pâques, je suis avec ma sœur Pierre et mon balai, il ne faut pas me parler. Il faut comprendre que 2 ans, c'est quand même l'âge auquel il se passe le plus de choses. Ouais, c'est incroyable. Dans le cerveau de notre enfant, dans le cerveau d'un être humain, c'est l'âge auquel on évolue le plus et le plus vite. Donc, alors c'est vrai que c'est impressionnant, hein, toutes ces images, hein, mais du coup, quel est le lien avec le Terrible 2? Alors, il n'y a pas de lien officiel qui serait annoncé par les scientifiques, pas du tout. C'est juste qu'en voyant les images proposées donc, par Émilie, et j'ai été vérifier toutes ces sources, c'est très fondé, etc. En voyant ça, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien. Pourquoi à 2 ans, il se passe cette espèce de grand ménage à l'intérieur du cerveau et en même temps, à 2 ans, il y a ce qu'on appelle le Terrible 2, c'est-à-dire toutes ces crises qui n'existaient pas auparavant. Je me dis que c'est quand même une coïncidence assez étonnante. C'est vrai. Alors, voilà, donc selon toi, il y aurait donc un lien entre ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant et cette crise de 2 ans. D'ailleurs, c'est très rigolo, parce qu'on appelle ça même la mini-crise d'adolescence, déjà. La petite adolescence. Voilà, c'est ça. Mais toujours est-il qu'on a beau essayer de comprendre son enfant, eh bien, au moment de la crise, tu vois, quand il hurle, qu'il se jette par terre, quand je ne sais pas, par exemple, quand il veut cette paille jaune et non la rouge, on est quand même assez démunis. Et c'est d'ailleurs, c'est là que Déborah, notre invitée, eh bien, va intervenir pour changer un peu ce regard sur les choses. Et Laurie, toi, je te propose de retrouver plus tard pour la séquence pour les séquences des astuces de Laurie, pour nous apporter concrètement comment on doit agir et réagir face à la crise. Avec plaisir. À tout à l'heure, Laurie. Bonjour Déborah, je suis ravie de te recevoir sur notre beau plateau de Petit deviendra grand. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Isabelle, je suis ravie d'être là et je remercie aussi mon amie Laurie pour son invitation. Alors Déborah, je vais te présenter rapidement. Tu as, après des années dans l'enseignement, tu t'es reconvertie dans le coaching parental où tu es passionnée d'éducation dite informelle. Alors évidemment, j'ai quelques questions. Pourquoi on quitte l'enseignement ? Dans quelle classe tu enseignais et de quelle manière ? Et puis surtout, tu nous expliques qu'est-ce que ça veut dire éducation informelle. Eh bien écoute, moi j'étais professeure des écoles essentiellement dans les classes de primaire, pas dans les maternelles. Ce que j'appréciais beaucoup, c'est avoir des démarches très différentes, faire travailler les enfants en groupe, leur faire des projets d'école, etc. J'ai passé 13 années magnifiques, mais au bout d'un moment, avec les effectifs importants, et puis j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour du métier. J'ai eu envie, moi, de me réapproprier aussi certaines méthodes un peu moins cadrées. C'est ce qu'on va appeler l'éducation informelle, c'est-à-dire se détacher de la feuille blanche et du stylo et manipuler, tester des choses dans la nature, debout, allongé, partout où tu veux, et aider les enfants, du coup, à apprendre un peu différemment. Voilà. C'est sûr que pour les enfants, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Les enfants apprennent plein de choses de façon différente de toute façon. Et voilà, après, j'étais passionnée par le coaching parental, par mon nouveau rôle de maman. J'ai voulu aider les mamans et comme ça a bien pris, voilà, j'ai continué comme ça. Donc toi, Déborah, aujourd'hui, tu es venue nous parler du Terrible 2. Et d'ailleurs, je crois même que tu as inventé une nouvelle expression pour le remplacer, ce Terrible. Voilà, je te laisse nous dire c'est quoi. C'est vrai que le Terrible 2, j'en avais beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai jamais vécu en tant que maman. Je suis maman de 3 enfants. Et je me suis un peu posé la question, mais pourquoi moi je ne l'ai pas vécu ? Pourquoi mes enfants ne font pas de crise ? Alors, je ne suis pas une maman exceptionnelle, mais j'ai peut-être une approche un peu différente. Moi, ce que je voyais chez mes enfants, quand ils ont eu entre 18 mois et 3 ans, c'était un émerveillement permanent. C'était la transition entre le petit bébé et le grand bébé, pardon, et le petit enfant. Et si bien que pour moi, c'était tellement merveilleux que j'ai appelé ça le Wonderful 2.
dans un article que j'ai écrit et qui a fait beaucoup de bruit après. J'imagine, parce que c'est vrai que c'est une façon merveilleuse de voir les choses finalement, et puis d'ailleurs qui peut positivement, évidemment, influencer les parents qui nous regardent. Mais du coup, concrètement, Déborah, comment on fait pour se souvenir que c'est wonderful et non pas terrible au moment de la crise? Alors, moi, il y a un exercice que je conseille de faire aux parents, mais qui n'est pas évident. C'est d'observer son petit wonderful, son petit enfant comme ça, de l'observer sans l'interrompre, et de le regarder un peu, cette force de vie, cette volonté d'aller vers l'objet qui est là, d'aller vers sa curiosité naturelle, et puis à ce moment-là, de s'imprégner de cet instant-là, plutôt que d'être dans les prérogatives de il fait des crises, il est terrible, etc. Se détacher un petit peu de ça, essayer en tout cas, et de voir un autre aspect de notre enfant. Est-ce que voir les choses de cette façon, elle peut réellement changer la dynamique familiale? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on a beaucoup insisté sur cette période un peu compliquée en disant il fait des crises, il te teste, il veut faire la loi, etc. Moi, je ne pense pas qu'il teste les parents. Je pense qu'il a juste un élan de curiosité naturelle, un besoin de toucher, de sensorialité. J'aime bien cette image de se dire, voilà, on t'amène dans un magasin de gâteaux et on te dit, bah, tu touches à rien. Bah non, moi j'ai envie de goûter à tout. Et pour le petit enfant, bah, le monde est un magasin de gâteaux. Donc on peut pas lui mettre tout le temps des limites et tout le temps, c'est sûr. voilà, et tout le temps penser qu'il va faire des crises. Mais alors, du coup, c'est peut-être une question bête, je sais pas, mais est-ce qu'on peut éviter totalement la crise une fois qu'on a compris ce concept de wonderful, de tout? Alors déjà, je tiens à préciser que je sais que c'est une période très difficile puisque justement l'enfant il s'intéresse à tout. Donc, il nous sollicite énormément. Et du coup, nous, on ne sait plus trop où donner de la tête. Il change d'émotion à chaque seconde, pratiquement. Mais par contre, ce qu'on peut faire pour éviter la crise, moi, c'est vraiment quelque chose qui a très bien marché avec mes enfants, c'est de limiter le non. On va pas lui dire « arrête de toucher », etc. Si tu veux pas qu'il touche à ça parce que c'est fragile, tu lui mets pas devant lui parce que lui, il peut pas résister, il fait pas exprès, il veut pas t'embêter. Donc, tout ce qui est à sa hauteur, il a le droit de le toucher. Et tout ce qui est fragile, tu l'enlèves. Et de façon générale, très souvent on dit « arrête de faire ci, arrête de faire ça », mais on n'a pas vraiment de raison. On a envie d'être dans le contrôle. Donc, bien sûr, on va lui fixer des limites, mais pas trop. Et ça marche bien. Ensuite, ce qui est important, à mon sens, dans les crises, ce ne sont pas les crises, c'est comment on les gère, en fait. Des crises, on apprend énormément. Des enfants qui sont tout petits jusqu'à ce qu'ils grandissent, on crée un lien avec nos enfants parce que, justement, on l'accepte à toutes ces étapes avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Moi, l'âge du Wonderful Tout, c'est mon âge préféré. J'adore parce que voilà, ils sont comme ça, ils s'émerveillent de tout et je trouve que c'est magnifique parce que c'est vrai que ce regard, finalement, ça change la donne. Quand on a ce regard de c'est wonderful, que c'est beau, que l'évolution se fait comme ça, on peut être que émerveillé et donc éviter de criser nous-mêmes, de se dire ah non c'est terrible et là c'est très difficile. Donc à tous les parents, détachez-vous un petit peu de cette image du Terrible Two et essayez d'envisager votre enfant comme un Wonderful, mais je vais vous dire, même après, il est toujours Wonderful. Oui, c'est magnifique. Écoute, Déborah, merci infiniment pour tous ces éclaircissements et puis cette façon vraiment originale, empathique, bienveillante de voir les choses. Mais dis-nous, où est-ce qu'on peut te suivre, où on peut te retrouver pour approfondir un peu plus cette vision des choses tout en douceur dans la parentalité? Alors moi, je donne des conseils d'éducation et d'apprentissage le plus souvent sur Instagram. Mon compte, c'est Inspiration Maman au pluriel. Et puis, je reçois en ligne des parents et c'est nouveau aussi Akfar Saba pour du coaching parental, les mamans ou les parents ensemble. Et je suis en parallèle en train d'écrire mon premier livre sur l'éducation, qui va résumer un petit peu ma vision. On te recevra alors la prochaine fois pour nous en parler. Avec grand plaisir. Exceptionnel. Merci beaucoup, Déborah. Merci. Merci, Isabelle. Laurie, te revoilà. Me revoilà. Alors, Laurie, là, on veut du concret. On veut. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, là, je me suis armée. Voilà, parce que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit pas? On a vu avec Déborah qu'on pourrait pas totalement éviter les crises. Donc toi, tu nous dis comment on doit agir. Dis-nous tout, Laurie.
Alors, donc, je rappelle qu'à 2 ans, notre enfant, il veut tout savoir, tout découvrir, tout faire. Et en même temps, il n'est pas tout à fait capable de tout ça. Donc, il y a un espèce de décalage qui va se créer entre sa volonté de faire et sa capacité réelle de faire. Du coup, c'est ça qui va créer cette frustration qui va être à l'origine de ce fameux terrible two. Donc, c'est à cet âge-là qu'il va falloir lui apprendre non seulement à gérer cette frustration, mais il va aussi nous-mêmes falloir nourrir cette frustration pour la faire baisser de niveau. Alors, on va dire comment, on va dire, parce que tu vas nous dire exactement, hein, parce que là, les parents qui nous regardent, c'est un suspense, qu'ils veulent savoir comment faire. Donc, toi, tu as mis, tu as 5 méthodes possibles, hein, voilà, pour nous aider à évoluer. Voilà, des astuces assez sympas. La première, c'est l'aider à faire seul. Ouais. Alors, on en a déjà parlé, toi et moi, j'attache beaucoup d'importance au fait de laisser un enfant faire seul, et ce, dès le plus jeune âge, le plus tôt possible. On a vu que ça faisait vraiment partie de l'apprentissage. C'est une des clés de l'apprentissage. Je rappelle comment fonctionne le cerveau pour apprendre. D'abord, il observe, ensuite, il analyse, et ensuite, il reproduit. Cette phase de reproduction est essentielle. Si il ne reproduit pas, s'il ne fait pas tout seul à un moment donné, il n'apprend pas. Donc, je sais que c'est difficile, je sais qu'on n'a pas toujours 3 heures pour laisser nos petits faire, mais en fait, plus on fait, plus on a à gagner. On en a déjà parlé, toi et moi. Et là, j'insiste d'autant plus en ce qui concerne les petits 2 ans, les petits wonderful two, comme a dit Déborah, parce que plus on va le laisser faire seul, plus on va lui apprendre de choses, plus on va lui donner d'autonomie, plus on va nourrir sa frustration, ou nourrir en tout cas sa volonté de découvrir le monde et de faire, et moins, en fait, il fera de crise. D'ailleurs, je renvoie nos téléspectateurs à revisionner, hein, si ce n'est pas déjà fait, l'émission qu'on avait, donc on avait parlé de ça, de laisser faire mon enfant seul. L'émission s'appelait « J'ai peur de laisser mon enfant faire seul ». Voilà, ça s'appelait « J'ai peur de laisser mon enfant faire seul ». Et où d'ailleurs tu nous avais amené, j'avais adoré ces petits couteaux qui coupent évidemment les légumes mais pas les doigts. Et puis tes routines personnalisées que tu as toi-même créées et que tu as aussi commercialisées. On peut les trouver voilà, sur Internet, enfin sur ton compte. Et ces routines-là, c'était assez sympa parce que ça permettait à l'enfant justement d'être autonome et de pouvoir faire seul le matin, le soir. Enfin, tu expliquais comment il pouvait... de savoir ce qu'ils ont à faire le matin, le soir. Voilà, c'était très intéressant. Aller se coucher, etc. Exactement. Et donc là, Laurie, tu as une deuxième méthode. Là, cette fois, tu parles de aider donc l'enfant à gérer ses émotions. Alors, c'est vraiment l'âge auquel il va falloir l'aider à gérer ses émotions. Plus que de les gérer, en fait, il va falloir lui apprendre à les reconnaître et ensuite, effectivement, à les accepter et à les gérer. Pourquoi cet âge-là ? C'est vraiment, il faut en profiter parce qu'en fait, c'est l'âge auquel on aura le plus de crises. Donc, l'enfant va être sujet à plein d'émotions différentes et du coup, c'est le bon moment pour lui permettre d'apprivoiser tout ça. Et donc, du coup, voilà, j'ai plein de petites astuces en fait, que moi, j'ai testées avec mes enfants, qui clairement marchent, en tout cas aident. Donc, on peut commencer par mon petit bonhomme jaune et mon petit bonhomme rouge. Le content et le pas content. Le content et le pas content. Alors là, quand on a un enfant qui fait une crise, bon, sur le coup de la crise, c'est un peu difficile. En général, il va nous envoyer paître. Mais une fois qu'il a terminé sa crise, une fois qu'il est un peu plus calme, on peut lui proposer de jouer avec ces 2 petits personnages et lui demander quel personnage il était au moment où il n'était pas content. Donc, a priori, il va montrer celui-ci. S'il ne me le montre pas, on peut lui dire, voilà, tu étais celui-ci. Voilà, Et si à chaque fois, à force de faire des crises, on lui répète qu'il était celui-ci, il va finir par reconnaître cette émotion-là et comprendre que quand il est dans cet état-là, en fait, il est juste en colère. Il est juste pas content. Alors ça sert juste à reconnaître l'émotion. Mais c'est pas tout. On peut aussi utiliser ces 2 petits personnages pour faire un jeu, pour montrer à notre enfant que quand il est du côté de la colère, il n'y est pas coincé et il peut passer de l'autre côté. Oui. Alors comment faire ? On prend celui-là, on le met d'un côté de la pièce. On prend celui-ci, on le met de l'autre côté de la pièce. Ouais. On met notre enfant devant celui-là et on lui dit « Commentez quand tu es comme ça ». Et donc, il va s'énerver, il va crier, il va rigoler, on peut le faire taper dans un coussin, tout ce qu'on veut. On rend le truc un peu sympathique et ludique. Et on lui dit maintenant,
tu sais quoi, viens, on essaye d'imaginer des moyens de passer de l'autre côté de la pièce et d'aller vers le petit bonhomme content. Alors, soit il a de l'imagination et il vous propose lui-même, mais vous pouvez aussi l'aider. Donc, on peut par exemple lui dire, écoute, on va respirer 3 fois. Donc, on respire 3 fois, 1, 2, 3, et hop, on avance un peu vers le petit bonhomme. Ensuite, on peut lire un petit livre. Hop, on avance encore un peu. On peut faire 2 positions de yoga. Hop, on avance encore un peu. Mais ça vaut mieux faire ça quand il est... Quand il est calme, bien sûr, c'est quand il est calme. Et à force de jouer à ça quand il est calme, au moment où il est en colère, il va repenser à ce petit jeu, il va se dire, tiens, je suis peut-être pas coincé en fait. Je suis peut-être pas coincé dans ma colère. Et quand vous allez lui proposer de respirer, ça sortira pas de nulle part. Et du coup, il se dira, bon, tiens, je peux peut-être essayer. Exactement. Mais voilà, ça va se faire avec le temps. Autre petite astuce, un autre petit jeu, donc ça, on va le montrer à l'écran, là je l'ai juste imprimé comme ça, mais normalement ça bouge. Il y a un trou ici et ça bouge et c'est un petit bonhomme, moi je l'ai fait à l'effigie de mon fils. Ça lui ressemble pas du tout, mais bon, il est brun quoi. Donc je l'ai fait à l'effigie de mon fils et en fait, il pouvait choisir, il y a différentes humeurs, différentes émotions. Il faisait glisser, ça lui faisait une tête différente et je lui demandais qu'est-ce qui le mettait dans cet état ou qu'est-ce qu'il ressentait quand il avait telle émotion ou telle émotion. Donc ça, c'était assez intéressant aussi. Et c'est bien de varier les jeux comme ça. Autre petit jeu que j'ai inventé pendant le confinement. On peut le retrouver aussi sur mon compte Instagram si vous voulez les règles. Mais bon, voilà, je vous les explique, c'est très simple. Ça s'appelle On en parle. Donc ça, c'est un jeu qu'on fait tous en famille. C'est hyper sympa. On a un dé, on a 2 pions. Donc voilà, on lance le dé. Et voilà, moi, j'ai fait 1. OK, je suis ici. Lui, clairement, il n'est pas très content. Donc, je me suis posée là. Et donc, je vais commencer à raconter à ma famille qu'est-ce qui me rend pas content quand je ne suis pas content. C'est génial, ça, j'adore. Ensuite, c'est au tour de papa. Hop, il va tomber sur le content. Il va dire, tiens, qu'est-ce qui le rend heureux? Peut-être que c'est ses enfants, peut-être que voilà. Ensuite, notre enfant va tomber sur j'aime pas, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Ça peut être les brocolis. Ensuite, nous, on va tomber sur j'aime. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, vous mettez toutes les émotions que vous voulez. Et toute la famille parle. Et oui, notre petite 2 ans, peut-être qu'il ne va pas réussir sur le coup. Mais à force de faire ça, et avec les années, moi, mes enfants me le demandent encore ce jeu-là. Parce que c'est en plus un truc en famille, donc c'est sympa. C'est extraordinaire, mais j'adore, je suis fan. On peut le faire, on peut le faire nous aussi. On peut faire plein de... Et ça, c'est un truc qui libère vachement les paroles. Je l'ai fait exprès pendant le confinement parce que je savais que c'était un peu compliqué pour nos enfants, etc. Et voilà, ça les fait parler. Et quand il y a un problème, comme c'est dans le jeu et que tout le monde parle, que papa et maman racontent des choses un petit peu personnelles aussi sur eux, etc., du coup, eux aussi, ils parlent. Évidemment, on a aussi, pour parler des émotions, les livres. Donc là, il y en a certains qui vont apparaître à l'écran, notamment Montessori, notamment La couleur des émotions, qui est un livre super. Il y a aussi un jeu, La couleur des émotions. Donc comme vous avez compris, vous pouvez les acheter, les jeux sur les émotions, mais vous pouvez les fabriquer vous-même. Ouais, c'est ça. Vous voyez, je ne dessine pas extrêmement bien. Et il y a aussi ces petits livres. C'est une petite bibliothèque des émotions qui est très accessible pour les tout petits. Il y a la peur, la timidité, la colère, la tristesse, la fierté. Je crois qu'il y a aussi la jalousie, mais je ne l'ai pas. Donc, je vous montre un exemple, par exemple, pour la peur. Voilà, vous voyez, ils ont une couleur différente chacun. La peur est bleue, la timidité est rouge rosé, la colère, évidemment, est rouge. Oui. Voilà, donc c'est très bien fait. Et voilà, on a un petit texte qui est à chaque fois très sommaire, ok, et des images sympas. Et voilà, Mamzelle la trouille est dehors. Donc, vous voyez, c'est assez sympa comme texte. Et on nous donne des petites astuces pour sortir de ça. Moi, j'adore ces petits livres. Ils sont très sympas. Je les montre à mon fils qui a 2 ans et demi maintenant. Et voilà, il adore les feuilleter. Il ne comprend pas grand-chose, mais il est content. Et c'est vraiment là, c'est vrai, je suis fan de tes astuces là, parce que c'est vrai, tes petites pistes, des petits outils intelligents, j'aime bien. Petits dés. Alors par contre, ta 3e méthode, là, je suis moins fan. Ah ouais. Voilà, je te le dis tout de suite, je suis moins fan parce que je trouve qu'elle est pratiquement impossible à mettre en œuvre, parce que c'est se moquer du regard des autres. Ouais, c'est dur. C'est dur, c'est très dur. Alors comment on fait? On a tous vécu ça, je pense. Notre enfant, il tape une crise devant tout le monde, dans un supermarché, ou même juste en famille avec les parents, les beaux-parents, la vieille tante qui vient nous voir une fois par an. Et là, on ne sait plus où se mettre. Et souvent, en fait, on a tous, vraiment, je pense, moi, ça m'est arrivé 100 fois, on a une réaction qu'en fait, on n'aurait pas eue si on avait été seul avec notre enfant. Tout d'un coup... Plus sévère peut-être. Souvent plus sévère parce que finalement, on veut le faire taire. Et qu'on veut surtout pas qu'on dise de nous qu'on est un parent laxiste, surtout quand, comme moi, on est dans ce domaine-là. Voilà, ça peut vite aller dans...
Et ben voilà, on a un peu voilà, on a envie de faire taire les mauvaises langues. C'est marrant, hein, parce que les anciennes générations, ils pourraient parler même de mauvaise éducation. Non, ils en parlent. Ah, ils disent c'est une mauvaise éducation, alors que pas du tout. On est justement dans l'éducation positive. Donc, ils disent même qu'ils ne sont pas éduqués. Enfin, bon, ouais. Et chacun ses méthodes et ses trucs. Mais en tout cas, je me rends compte que clairement, je vois même des parents en fait faire, par exemple, quand moi je suis présente, et je vois qu'un parent est pas tout à fait naturel quand son enfant tape une crise. Tout à coup, il est pas naturel parce qu'il veut montrer qu'il a de l'autorité. Ouais. Il veut montrer qu'il contrôle en fait cette situation-là. Ouais. Et donc en fait, c'est vrai que si on se rend compte qu'on est dans ce cas-là, bah, c'est bien peut-être de se poser la question. Tiens, comment j'aurais réagi si j'avais été seule? Parce que finalement, quand on ne réagit pas en accord en fait avec ses valeurs, mais en accord juste avec les valeurs des autres, parce qu'on on fait attention au qu'en dira-t-on, ben finalement, on ne prend peut-être pas la décision qui sera la plus appropriée pour notre enfant. Bah oui. Et donc, du coup, comme j'ai cette sensibilité de sentir que l'autre est... Et voilà, bah, du coup, je vais rabrouer un peu mes enfants, alors que normalement, c'est pas du tout quelque chose que je ferais. J'ai plus tendance à les écouter et à leur montrer. Et en fait, c'est bête, parce qu'ils ne vont pas me lâcher si je les rabroue. Exactement. Alors que si je me retourne vers eux, que je les regarde et que voilà... Donc, voilà. Tout à fait. Alors là, tu as une autre méthode aussi. Mais tu m'as convaincue là. Avec, je suis contente. Ouais, je pense que ouais. Donc la quatrième méthode est aussi un peu surprenante, hein, aussi, Laurie, c'est les affirmations positives. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est pas moi. J'ai rien inventé, c'est ce livre. Il s'appelle le Miracle Morning. Moi, il faut savoir que tous les matins, je fais un Miracle Morning. Je sais pas si tu es familière avec ce concept. Non. C'est de faire des choses, se lever plus tôt en fait, et faire des choses qu'on ne prend pas le temps de faire dans la journée. Donc chacun choisit ce qu'il veut faire en fonction de ses objectifs. Moi, je joue du piano, je lis, j'écris des choses, j'ai un petit journal intime. Enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et en fait, le miracle, c'est un concept qui est inventé par Hal Elrod. D'accord. Et j'ai lu son livre de Miracle Morning après avoir commencé le Miracle Morning. Et dans ce livre, que je conseille à tout le monde, vraiment, moi, il m'a changé la vie, ce livre. Il parle de noter chaque matin ou de dire chaque matin des affirmations positives. Donc, normalement, c'est des affirmations sur tout et rien, sur notre carrière, sur nos relations avec les uns ou avec les autres, sur la façon qu'on a de se voir soi-même. Voilà, c'est des choses qui sont positives, qui nous permettront en fait d'atteindre nos objectifs. Et j'ai été étonnée. Dire quoi? Tiens, aujourd'hui, je vais réussir. Aujourd'hui, Par exemple, on peut se donner des objectifs comme ça, exactement. Voilà, aujourd'hui, je vais être concentrée. Voilà, tout bête, mais on l'a dit, donc on va le faire en général. Et donc, il faut les dire vraiment à voix haute, debout, si possible. C'est pas mal, parce que ça ne sert pas spécialement ça sert pour tout. Oui, lui ne l'a pas écrit pour ça. Mais justement, moi, ça m'a choquée, parce que moi, je vois tout par ce prisme-là. Et du coup, je me suis dit, mais attends, pourquoi on n'appliquerait pas ça aussi à la parentalité? Et en fait, j'étais un peu dans une période au moment où j'ai lu ce livre où je subissais un peu mes enfants. C'est-à-dire que moi, j'ai 3 enfants en très, très bas âge, très rapprochés. Et je les subissais, honnêtement. Quand je devais les récupérer après l'école le soir, il fallait que ça se passe, quoi. Il fallait qu'on enchaîne le bain, les activités, les trucs, et qu'ils aillent dormir et que je sois un peu tranquille, en fait, parce que je prenais plus de plaisir à être avec eux parce que c'était trop, en fait. Ils étaient trop demandeurs. Et je me suis dit, il faut absolument que je change ça. Et j'y ai vu là une opportunité avec les affirmations positives. Et du coup, je me suis écrit des affirmations positives que je me lis tous les jours depuis, que je dis à haute voix et que je répète au moment d'aller, enfin je les répète en plus court, au moment d'aller les chercher à l'école. Et ça change tout pour moi. Et en fait, j'en ai fait un post sur Instagram qui a eu beaucoup d'impact, et j'ai reçu beaucoup de messages de la part de parents. Et du coup, tu donnes quelques affirmations. Parfois, on n'est pas très inspiré. Alors voilà, je vais vous donner les miennes. Enfin, je ne vais peut-être pas tout vous donner parce que c'est long, mais vous pouvez retrouver le texte complet donc, sur mon post Instagram qui s'appelle « Comment être une maman plus calme » ou « Un parent plus calme », je ne sais plus. Et en fait, voilà, j'ai mis tout ce texte-là. Voilà, et il y en a qui m'ont dit qu'ils l'ont repris mot pour mot. Oui, ils l'utilisent mot pour mot, et en fait, ça change tout. Donc, vous voyez, là, il y a tout. Hein. Moi, j'ai des affirmations sur tout. Je m'engage à respecter mon mari. C'est pour ça que c'est bien, ça marche en tout, avec les enfants, avec mes parents. Je m'engage à respecter mon corps aussi. Voilà, tout plein de choses. Oui, plein de trucs, des choses. Je sais que c'est très bizarre. Hein. Je sais que c'est très bizarre. Non, mais ça bon. Je vous jure que ça rappelle le concept un peu dans le coaching.
Développement personnel, la gratitude, dire merci. Oui, mais c'est exactement. C'est donc moi, je reprends ce petit carnet tous les jours sur lequel, c'est un journal intime, mais au dos, j'ai écrit ça. Donc il y a la partie « Je m'engage à respecter mes enfants ». Je m'engage à prendre chaque jour du plaisir à être avec mes enfants et à faire preuve de patience, de bienveillance et d'écoute sincère. Je sais que c'est utopique, hein, je le sais. Oui, mais enfin, le fait de dire... Voilà, c'est l'objectif. Ouais. Et au moins, voilà. Je m'engage à chercher toujours à les apaiser tout en posant les limites nécessaires à leur sécurité physique et émotionnelle. Je m'engage chaque jour, en allant les chercher à l'école ou avant de passer une journée entière avec eux, à dire cette phrase à voix haute. Et c'est cette phrase que je répète quand je vais les chercher. C'est un moment de plaisir avec mes enfants. C'est mon moment. Ces moments passeront vite. Je m'engage à être présente à 100% pour n'avoir que de bons souvenirs. Bon, ensuite, j'explique ce que je dois faire en cas de conflit, etc. Et en fait, le fait de répéter ça, je ne dis pas que ça va marcher tous les jours. Il y a des jours où ils vont quand même me rendre chèvre, évidemment. Mais en tout cas, je vais garder ça en tête. Je vais y arriver plus apaisée. Ça va me permettre aussi de couper avec mon travail, avec mes problèmes de la journée. Ça me permet de couper et de vraiment être avec eux à ce moment-là. Et honnêtement, d'après pour moi, ça a été un miracle. Donc, ça porte bien son nom, hein, le Miracle Morning. Et je sais que pour beaucoup d'autres parents qui m'ont écrit sur Instagram après ça, on dit vraiment c'est miraculeux. Génial. Moi, tu vas me prêter ce livre. Je vais te le prêter. Donc, et tu as donc là, on va donc la 5e méthode, la dernière, avant de clôturer cette émission. Tu parles de utiliser sa créativité. Alors, je sais que c'est pas facile, que tout le monde n'est pas créatif, mais voilà. Au moment de la crise, souvent, c'est très difficile. Mais du coup, ce que je conseille, c'est après la crise, de se demander, tiens, comment est-ce que cette crise-là, j'aurais pu la gérer de façon un peu plus créative pour que ça apporte finalement quelque chose à notre enfant. Toute crise devrait apporter quelque chose. Parce que toute crise est le symptôme d'autre chose. Donc, il faudrait pouvoir, on devrait pouvoir sublimer, en fait, les crises. Alors, c'est très difficile, mais voilà, si on y pense au coup d'après, si on y pense juste après, peut-être que la fois d'après, on s'en sortira mieux. Maintenant, j'entends beaucoup de personnes me dire « moi, je ne suis pas créative, etc. » Il n'y a pas de problème. Il y a 1 milliard de choses sur Internet. 1 milliard, il suffit d'aller sur Pinterest, sur Instagram, sur TikTok. Il y a des tonnes de mamans qui sont hyper créatives et qui partagent leur créativité et elles ont réponse à toutes les situations. Donc, vraiment, il faut ne pas vouloir aller chercher aujourd'hui pour voilà. Pas trouver. Et donc, je peux te donner un exemple de réponse créative dont je ne suis pas fière du tout. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines, peut-être. C'était pas sur un enfant de 2 ans, c'était sur mon fils qui a aujourd'hui 6 ans. Mais en tout cas, c'est un exemple de réponse créative qui peut parler. Il se trouve que mon fils a traité une petite fille de grosse. Donc moi, j'ai été extrêmement choquée. Comment moi, avec toute mon éducation, mon fils a pu dire un truc pareil? Non, blague à part, j'étais vraiment choquée. Et gênée, parce qu'on sait pas. Et gênée, et j'étais très embêtée pour cette petite fille et tout. Enfin bon, bref, j'imagine toutes les émotions que ça a pu créer chez moi. Donc évidemment, toutes ces émotions, qu'est-ce que j'en ai fait? Je les ai rejetées sur mon fils. D'ailleurs, j'ai eu honte devant la maîtresse et du coup, je l'ai engueulé comme du poisson pourri devant tout le monde. Ça n'a rien changé, il n'a rien compris, mais alors rien. Ah oui. Il est rentré et il m'a dit « mais maman, c'est vrai qu'elle est grosse ». Et du coup, là, j'ai réalisé, en fait, je me suis dit, mais en fait, premièrement, il n'a rien compris. Et en plus, il ne le dit même pas méchamment. Il le dit vraiment parce que c'est vrai. En fait, c'est un fait. Pour lui, c'est un constatation. Fait. Je lui ai demandé, mais tu la trouves belle? Et il m'a dit, oui, elle est super belle, c'est ma copine. Et donc, je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait. Déjà, ce mot grosse, en fait, est devenu galvaudé. Enfin, on y a posé quelque chose d'extrêmement négatif, alors que pour un enfant tout innocent, finalement, c'est même pas négatif. Toujours est-il que cette petite a pleuré. Mais donc, elle a compris, elle, par contre. Ça veut dire. Elle a bien compris, oui. Enfin, elle n'a pas compris, en tout cas, ce que lui ne disait pas ça méchamment. Bien sûr. Bref, peu importe. Donc, du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai essayé de me calmer. Je me suis dit, je vais laisser passer quelques heures. Il faut que je réfléchisse à une réponse appropriée à cette situation-là. Parce que je ne peux pas la laisser comme ça. Et du coup, je me rappelais que j'avais vu, il y a très longtemps, sur Internet, justement, une personne qui ne parlait pas du tout de ça, mais qui froissait une feuille quand un enfant disait des choses méchantes. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est hyper approprié. Du coup, j'ai dit à mon enfant, tu sais quoi, tu vas dessiner ta copine sur la feuille. Dessine-la. En plus, il adore dessiner. Donc, il l'a dessinée. C'était très bien fait, d'ailleurs. Ça lui ressemblait beaucoup. Et je lui ai dit, répète-lui qu'elle est grosse et dis-lui plein de choses méchantes. Et à chaque fois, et d'abord, en plus, il avait du mal à trouver des choses. Donc, j'ai dû lui souffler, t'es méchante, t'es folle, t'es bête, t'es trucs. J'ai dû lui souffler des trucs.
Et à chaque fois, j'ai plié la feuille. Enfin, je l'ai froissée, quoi. Et chaque fois qu'il disait quelque chose de méchant, je froissais un peu plus la feuille. Ouais. Et du coup, à la fin, une fois qu'il a eu fini de balancer toutes ses méchancetés, je lui ai dit, regarde l'état de la feuille, regarde l'état de ta copine. Comment elle est? Et il m'a dit, ah là là, elle est toute abîmée. Je lui ai dit, oui, c'est ce qui se passe. Ça me fait des frissons. Quand on dit quelque chose de méchant à quelqu'un, même si toi, tu penses que c'est juste vrai et que c'est pas méchant, on ne parle pas du physique des gens. D'abord, on ne dit pas des choses sur les gens parce qu'on ne sait pas ce que eux ressentent vis-à-vis de ça. Donc, tu as pu l'abîmer. Tu as pu vraiment l'abîmer. Et donc, j'ai vu qu'il commençait à être franchement perturbé. Il m'a dit, mais ça me fait de la peine, je voulais pas lui dire ça, et je voulais pas l'abîmer. Et j'ai dit, franchement, tu l'as probablement abîmé un peu dans son cœur. Je suis désolée de te dire ça. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour réparer? Et il m'a dit, peut-être qu'on peut essayer de dire des choses gentilles. Donc, je lui ai dit, OK, viens, on essaye. Donc, il a dit des choses gentilles à la feuille, enfin, à sa copine sur le dessin. Oui. Tu es belle, tu es gentille, je t'adore, j'aime jouer avec toi, etc. Donc, à chaque fois, j'ai essayé de déplier la feuille. Et à la fin, je lui ai dit, tu vois, ça a quand même un peu marché, mais ça reste plié. Tu vois qu'il reste des traces de tout ça. Les mots. Voilà, quand on a fait quelque chose de méchant, il reste quand même des traces chez les gens. Mais voilà, en tout cas, il faut essayer de réparer au mieux. Donc du coup, je lui ai dit, maintenant, comment est-ce qu'on va vraiment réparer pour ta copine? Il m'a dit, viens, on va l'appeler. Donc il l'a appelée, il s'est excusé, il lui a dit qu'elle était la plus belle, qu'il l'adorait, tout ça. Mignon. Et finalement, il lui a fait un petit dessin avec des fleurs, avec des cœurs, où il a écrit qu'elle était belle, etc. Le lendemain, il l'a donné devant toute la classe. Où il s'est excusé, etc. La petite fille a été folle de joie, elle lui a fait un câlin, la maman m'a appelée pour me remercier, etc. Et voilà, en fait, histoire qui se termine bien. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon exemple, je trouve, que j'ai pas inventé, j'ai juste adapté un truc que j'avais vu sur Internet, donc c'est pour dire que n'importe qui peut le faire. Voilà, c'est un bon exemple de créativité adaptée à une situation un peu embêtante. J'adore cette histoire. Je trouve ça trop beau, je trouve ça très mignon, vraiment. J'espère qu'il dira plus jamais ça, parce que sinon... Je ne sais pas ce que je vais inventer. Mais c'est vraiment pile. Enfin, c'est très touchant. Disons qu'en fait, ça ne sert à rien de leur hurler dessus pour rien, parce qu'en fait, ils ne comprennent rien. Mais oui, tout à fait. Et puis, ce qu'on veut, c'est que ça ait un impact. De froisser l'enfant. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Tu m'as touchée, Laurie, j'adore. J'aime beaucoup. Et Laurie, voilà, comme d'habitude, on va clôturer cette émission, mais toujours avec plus... on est toujours grandi, plus éclairé. J'adore tes astuces, tes conseils. Voilà, c'est toujours exceptionnel. Donc voilà, Laurie, on va se retrouver la prochaine fois pour une autre émission. En attendant, parce que finalement, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que les petits qui deviennent grands. Les grands, nous qui sommes grands, on devient encore plus grands avec toi et avec l'émission. Donc moi, je vous invite, les téléspectateurs, à retrouver toutes nos émissions que vous avez peut-être ratées sur notre page Facebook Tandem, sur YouTube aussi. Et puis, nous, on serait très contents de recevoir des likes, des commentaires, même des questions. Je suis sûre que Laurie serait ravie de vous répondre. Et puis, voilà, en attendant, on va se retrouver à la rentrée pour encore plein d'autres sujets intéressants. Bonnes vacances à tous. À très vite. À très bientôt. Bye bye. Salut Laurie. Salut.